Bonjour, je vous emmène aujourd'hui au cœur d'une de nos plus belles régions de France, l'Alsace. L'Alsace qui se définit comme une région au sens culturel, au sens historique, mais également du point de vue administratif. L'Alsace est fort en images, fort en légendes, un axe essentiel au centre de l'Europe, qui est d'abord connu par de nombreux clichés qui l'entourent. Parmi les images d'Épinal de l'Alsace, tout d'abord citons la cigogne. Alors nos cigognes, si elles sont symptomatiques de cette région de France, ont bien failli disparaître. En effet, dans les années 70, il ne restait plus que quelques dizaines de cigognes. Et grâce à l'association d'efforts, grâce à des mouvements associatifs, nous avons pu réimplanter la cigogne au cœur de l'Alsace. Une cigogne qui a une particularité par rapport aux autres, celle de République tchèque ou de Hongrie, la particularité de vivre très proche des hommes, de vivre très proche des habitations. La promotion des cigognes est aidée aussi par des plateformes sur lesquelles les hommes construisent des paniers qui vont servir de base à la construction des nids de cigognes et peut-être même pour abriter les futurs bébés que les cigognes vont apporter. C'est la raison pour laquelle on voit de nombreuses cigognes sur les toits des églises, mais aussi des bâtiments publics et parfois même d'habitations. Une seconde image propre à l'Alsace, eh bien, ce sont les maisons à colombage, les maisons qui m'entourent. Le terme de colombage vient tout simplement de cette avancée du toit que vous pouvez suivre sur l'écran, qui, grâce à cette protection par les tuiles du toit, permettent aux pigeons et aux colombes de s'abriter. Ainsi, le terme de colombage. Ce sont des maisons assez astucieuses dans leur conception, puisqu'elles sont dotées d'une armature en bois, ce qui leur permet une certaine flexibilité, notamment en cas de problème sismique ou d'affaissement de terrain, remplie par des briques crues et de la torchis. Alors ce type de construction a un avantage, la base est en pierre solide et l'élévation, elle, est beaucoup plus facile à réaliser, à changer, à réparer, ce qui a rendu longtemps service lors notamment des invasions étrangères. Lorsque les maisons étaient brûlées, eh bien, il n'y avait pas toute la maison à refaire, mais uniquement les élévations. Ce type de maison est intéressant puisque lorsque les ouvriers, les paysans obtenaient un contrat pour quelques années sur des terres agricoles, on leur demandait ensuite de partir. Mais ils ne voulaient pas tout laisser. Et ce type de construction, avec des emboîtements de bois pour la charpente, leur permettait de partir avec leur maison. Également, un avantage et non des moindres, en cas d'inondation, eh bien, on pouvait également démonter les maisons pour les reconstruire après la décrue. Ces superbes maisons à colombage nous plongent au cœur de cette ambiance alsacienne. Évidemment, il y a également... Ah putain, merde. Une autre image typique de cette Alsace, eh bien, ce sont une autre image typique de l'Alsace, eh bien, c'est la fameuse coiffe des Alsaciennes, le chapeau traditionnel. L'image typique de la coiffe alsacienne que nous connaissons aujourd'hui est
de couleur noire, mais cela fait oublier qu'avant la guerre, chaque commune, chaque vallée avait ses costumes traditionnels. Par exemple, noir pour les catholiques tout au nord de l'Alsace, alors que au nord-ouest de Strasbourg, les protestants portaient volontiers des coiffes de couleurs vives, les garances notamment, et les hommes n'échappent pas à ces règles avec un costume à boutons dorés. Le tablier joue un rôle important également. La plupart du temps, le tablier alsacien était blanc et brodé, mais cela n'empêche pas une grande variété de costumes. La gastronomie est au cœur de l'Alsace, avec sa fameuse choucroute, Sauerkraut. La plupart des Français pensent que la choucroute est allemande, alors que la plupart des Allemands pensent que la choucroute est française. En vérité, la choucroute est d'abord alémanique, elle est de Lotharingie, c'est-à-dire exactement entre la France et l'Allemagne, bien que l'Alsace ne soit pas un grand producteur de porc. Elle est devenue spécialiste de charcutaille. Le chou, en revanche, vient véritablement, et c'est un produit que l'on trouve en Alsace, ce chou doit bénéficier d'une technique très particulière pour, lors de la fermentation, lui apporter une acidité qui va convenir au goût souhaité. Et lorsque les choucroutes sont de bonne facture, le chou reste un petit peu craquant, ce qui n'est pas possible avec du chou de longue conservation. Le chou est accompagné de poivre, de baies, et puis également d'alcool. Pour aider à la fermentation, on peut lui rajouter du Riesling, on peut également mettre de la bière. À chaque manufacture, ses recettes. Cet autre mets est typique de l'Alsace, il s'appelle le Flammkuche ou Flammkuche, c'est-à-dire en alsacien la tarte qui va être flambée sous la flamme. Alors ce Flammkuche, c'est une fine pâte avec des oignons, des morceaux de charcuterie, mais selon les endroits où on le cuisine, il y a des particularités, et l'une d'entre elles, c'est d'utiliser des fromages différents. Autre spécialité qui se marie parfaitement avec ce Flammkuche, ce sont les fromages alsaciens, et je vous fais découvrir ici le royaume du Münster. Pour accompagner les fromages, évidemment, une spécialité germanique, mais qui a une histoire intéressante, ce sont les bretzels. Alors les bretzels, c'est un pain avec des gros grains de sel sur la croûte, mais qui a une forme bien particulière. Et la légende veut que Louis le Germanique, ayant fait enfermer le boulanger qui aurait raté son pain, lui a donné une seconde chance et lui a proposé d'inventer un pain qui lui permettrait de voir 3 fois le soleil. Et vous voyez ces ouvertures, c'est le pain ensoleillé. Alors ce pretzel, il a un goût salé, ce qui permet de l'accompagner volontiers de mets sucrés pour en faire ressortir le goût. D'ailleurs, les Bavarois en ont fait leur pain national accompagné de la Süßersenf, la moutarde sucrée, et la Weisswurst, la fameuse saucisse blanche bavaroise. Revenons en Alsace avec nos vins, des vins réputés puisque l'Alsace est aussi un pays de tradition viticole depuis les Romains. Ce sont les Romains qui ont apporté le raisin en Gaule. En Alsace, c'est essentiellement du vin blanc. Alors, ce sont les Gewürztraminer, ce sont des pinots gris. Ici, je vous présente un Riesling.
reconnaissable avec sa bouteille fine et élancée. Et lorsque l'on place des bulles dans le Riesling, on peut en faire des créments. Ici, un fameux crément d'Alsace qui nous invite à suivre la fameuse route des vins d'Alsace. Alors ces vins sont le fruit d'un travail de plusieurs siècles de bonification du vin, des méthodes, mais également d'amélioration des vignes, parce que les premières grappes que l'on trouve en Alsace, comme dans le reste de la Gaule, étaient du raisin sauvage, donc inconsommable. C'est grâce aux Romains que le vin va s'inviter à la table des Gaulois, de même que la cervoise germanique et gauloise va s'inviter à la table des Latins. Et justement, en matière de bière, l'Alsace n'est pas en reste. Voici une fameuse marque de bière, la Kronenbourg. La Kronenbourg, c'est-à-dire le village de la couronne, où l'on voit une Alsacienne cette fois-ci avec sa coiffe vermillon, un verre de vin à la main. Évidemment, la tradition ancestrale veut que l'on tienne une chope et avant cela un hanap. Les marques de bière sont réputées en Alsace, par exemple la bière Fischer, mais c'est une région qui possède de nombreuses marques et des bières maison, des bières de garde comme on dit ailleurs. À propos de garde, je vous plonge maintenant dans le fond des forêts alsaciennes. Nous sommes ici dans le Jura alsacien, c'est-à-dire la forêt des Vosges, avec non loin de là le fameux ballon d'Alsace, le fameux ballon de Guebwiller. L'Alsace peut se découvrir par sa route des vins, mais aussi par sa route des châteaux. C'est une région qui compte plus de 500 châteaux forts, la plupart en ruine, mais une bonne trentaine en état, restaurés. Et ces édifices de protection étaient parfaitement nécessaires dans cette période, dans cette région d'Europe menacée régulièrement par des invasions. Alors l'histoire de l'Alsace est une histoire riche en événements, une histoire pathétique également, en guerre fratricide. Quelques siècles après le Christ, à peu près au IIe siècle, déjà le berceau celte de cette région est en Alsace. Et la langue alsacienne s'élabore à ce moment, c'est-à-dire c'est la langue alémanique du mot alamand qui deviendra allemand, mais de façon séparée. C'est-à-dire que le dialecte qui devient une langue en Alsace, ce dialecte, il est un élément identitaire des Alsaciens parmi les autres symboles que nous avons cités. Si l'Alsace devient allemande ou française ou indépendante, comme ça l'a été au cours de son histoire, la langue reste. Et le Rhin, qui est la frontière naturelle qui longe l'Alsace du sud au nord, tout en longeant la Suisse et l'Allemagne, n'est pas un obstacle à l'alsacien. Au cours de l'histoire, un événement capital va survenir aux alentours de l'an 800, c'est le règne carolingien. Puisqu'à la mort de Charlemagne, par le traité de Verdun, le royaume de la Francie est séparé en Francie orientale et occidentale, ainsi qu'un troisième élément qu'on appelle la Lotharingie. Et c'est cette Lotharingie qui fonde les bases de l'Alsace-Lorraine. Alors, parmi les événements qui vont marquer l'Alsace et son histoire, la France n'a pas un aura de sainteté. C'est-à-dire que la France va vouloir acquérir ce territoire plusieurs fois
en le pillant, en le dévastant, notamment sous le règne de Louis XI. Et lorsque Louis XI, après tous ces méfaits, demande aux Alsaciens s'ils veulent rejoindre la France, ceux-ci répondent en alsacien « niemals », ce qui signifie « jamais ». L'histoire montre qu'il ne faut jamais dire « jamais ». Le Saint-Empire romain germanique, qui, par la famille Habsbourg, issue de l'Alsace, va durer pendant plusieurs siècles, va intégrer l'Alsace, mais de façon relativement indépendante. Par exemple, les grandes villes, Strasbourg, Mulhouse en particulier, mais aussi Colmar, vont avoir une grande autonomie. Et cette grande autonomie s'explique par le caractère entreprenant et entrepreneur des Alsaciens dans le commerce, évidemment grâce au Rhin, mais aussi grâce à une mise en valeur des terres alsaciennes de façon optimale, avec le Sundgau, avec la grande, qui va être un domaine viticole important, avec la grande plaine d'Alsace, la plaine aux bœufs, et ainsi chaque région acquiert un savoir-faire. Mulhouse, au XVIIIe siècle, va être la première grande ville française industrielle grâce à l'industrie textile. C'est ce qui va en faire sa richesse, mais l'Alsace, comme la Lorraine, est aussi riche en fer. Il y a un savoir-faire métallurgique et c'est la raison pour laquelle on a différentes marques de voitures, notamment Bugatti, aujourd'hui visitable avec le musée de l'automobile d'Alsace, un musée magnifique. Alors cet esprit d'entrepreneur, cet esprit d'autonomie des Alsaciens va parfaitement adhérer à la Révolution française. C'est-à-dire que le message de liberté que la Révolution française promet va être inscrite sur le pont du Rhin qui relie Strasbourg à l'Allemagne, en écrivant « Ici commence le pays de la liberté ». Voilà. Un message magnifique, un message qui fait que beaucoup d'Alsaciens vont adhérer aux idées révolutionnaires. Par exemple, en soutenant Napoléon, l'Alsace va fournir plus de 70 généraux d'empire à Napoléon, ainsi qu'un maréchal. Le plus connu de ces généraux, eh bien, c'est Kléber, le fameux Kléber. Mais il y a beaucoup d'hommes qui vont, les années après également, adhérer à cet idéal républicain qui convient tout à fait aux Alsaciens. Le capitaine Dreyfus en fait partie. Pendant la Révolution française, nous pouvons citer Rouget de Lille. La Marseillaise est née à Strasbourg. La Marseillaise, mais aussi la véhiculation des idées libres. Et ce n'est pas pour rien que Gutenberg a immigré à Strasbourg afin de pouvoir poursuivre ses travaux librement. Alors, cette adhésion à la France, évidemment, suscite des rancœurs du côté germanique. Lorsqu'en 1870, les Prussiens attaquent la France, ça va être suivi rapidement de l'annexion de l'Alsace. Et très rapidement, l'empereur prussien va imposer une université allemande à Strasbourg. Alors c'est le début de conflits irrémédiables. C'est le moment où on va imposer la langue allemande aux Alsaciens, qui eux, je vous le rappelle, parlent dans un dialecte alamand et non plus allemand, même si les caractères sont identiques. Lorsque les Prussiens envahissent l'Alsace jusqu'en 1871 et la défaite de Napoléon III à Sedan,
eh bien, c'est aussi l'épisode marquant de d'Enfer Rochereau, qui va être nommé par le ministre de la Guerre Gambetta pour la défense de Belfort. D'Enfer Rochereau va surnommer le lion de Belfort parce qu'il se bat comme un lion, même si la France a déjà capitulé. Mais cet exploit explique également le fait que Belfort ne sera plus assimilé à l'Alsace lors des occupations suivantes. Et encore aujourd'hui, nous parlons du territoire de Belfort qui ne fait ni partie du Haut-Rhin au sud, ni du Bas-Rhin au nord. Après la guerre de 1870, c'est une intégration très dure des Alsaciens. Citons la Première Guerre mondiale, évidemment, qui occasionne des dilemmes insurmontables. Certaines familles décident d'envoyer leurs enfants dans les deux armées pour qu'au moins, probablement, l'un des deux survive au conflit. C'est le fameux roman Les deux Alsaciennes. L'Alsace redevient française après la guerre de 1918. Et là, ce qui se passe est absolument terrible parce qu'on demande aux Alsaciens, on leur impose le français sans transition. Et il y a même un classement des bons Alsaciens, c'est-à-dire des bons citoyens français, selon les lettres A, B, C ou D, qui leur permettent d'accéder plus facilement aux postes intéressants de l'administration, mais qui sont fondés uniquement sur des enquêtes et sur des propos, plausibles ou non, quant au nationalisme, au patriotisme alsacien envers la France. En 1940, eh bien, l'Allemagne déclare 1939, c'est l'invasion de la Pologne, et pendant l'occupation, l'Alsace est de nouveau annexée. Elle est annexée et va faire partie du Landgau, du Baden-Württemberg, c'est-à-dire toute la région de Karlsruhe jusqu'à Stuttgart, le pays de Bade. Et de nouveau, nos pauvres Alsaciens doivent se plier à la langue et à la culture allemande. Ce qui est assez terrible, c'est que aussi en 1944, 100 000 jeunes Alsaciens sont incorporés de force dans l'armée de la Wehrmacht et envoyés sur le front de l'Est. Alors certains ont une idée intéressante, ils vont déserter pour relier le front russe et ainsi pouvoir regagner la France libre de Londres. Sauf que les Russes ne sont pas au courant de cette intégration forcée des Alsaciens et les prennent pour des déserteurs, c'est-à-dire qu'ils sont pour la plupart fusillés. Ces personnes qui n'ont pas voulu intégrer les forces ou les forces de la Wehrmacht sont appelées les contre-nous. Et ces personnes vont être encore critiquées après la guerre pour avoir intégré, malgré leur bonne volonté, les armées ennemies. En 1944, Strasbourg est libéré par la division Leclerc, tandis que Mulhouse est libéré par la division de Lattre de Tassigny, et les Américains tentent de repousser les nazis au nord de l'Alsace. Alors les années qui vont suivre sont des années de réconciliation européenne. Les plus beaux résultats se voient à Strasbourg, avec la création du Conseil de l'Europe, du Parlement européen, mais c'est aussi la Cour européenne des droits de l'homme. Aujourd'hui, l'Alsace a intégré une nouvelle région que l'on appelle le Grand Est,
qui englobe beaucoup plus que l'ancienne Alsace-Lorraine. L'Alsace est une région extrêmement accueillante, extrêmement tolérante également. Cela s'explique par son histoire, par ses traditions. Et une particularité, c'est cette autonomie alsacienne qui, mêlée à l'histoire, a permis de lui donner aujourd'hui un droit particulier, c'est-à-dire que l'Alsace, sur bien des points juridiques, ne s'aligne pas sur le droit français. C'est le cas en particulier de l'union de l'Église et de l'État qui, ailleurs, est traitée de façon séparée. La fameuse séparation laïque de la République française n'est pas adoptée de la même façon en Alsace. Voilà, c'était un survol rapide, succinct, une région magnifique, une région belle en couleurs, une région forte en goût et en gastronomie que je vous invite à découvrir pour votre plus grand plaisir. Je vous remercie.